inconnus, personnalités publiques, professionnelles, dans chaque épisode, retrouvez une conversation sur un sujet qui touche les femmes. L'indice de masse corporelle se calcule en divisant le poids par la taille au carré d'une personne. En France, ce sont près de 18% de femmes qui sont concernées par l'obésité morbide. Mais au fond, qu'est-ce que ces chiffres ? Le 7 août prochain, Jeanne passera au bloc opératoire pour se faire retirer une partie de son estomac. Alors, je m'appelle Jeanne, j'ai bientôt 23 ans. Je suis assistante dans un service d'exploitation dans une entreprise d'insertion professionnelle. Et mes passions, j'aime beaucoup la photographie sportive, principalement le rugby. J'aime beaucoup aussi la musique, le cinéma, voyager. Et avec ma famille, on est des grands fans de courses automobiles de type rallycross. Donc du coup, le principe de ce podcast, c'est de parler d'un sujet qui importe la personne. Et toi, tu as fait le choix de parler de l'obésité dans sa généralité. Pourquoi ce choix ? Ce choix parce que je suis extrêmement concernée. Je suis en obésité morbide depuis un bon moment et j'ai toujours été en surpoids-obésité depuis mon enfance, depuis toute mon adolescence. Et c'est quelque chose dont on ne parle pas assez, je trouve, ou alors pas dans des bons termes, parce que c'est une maladie en fait. Et puis on dit pas que c'est une maladie. Et du coup, quand tu dis dans ton enfance, etc., est-ce que tu peux me raconter un petit peu ton enfance, ton adolescence ? Alors j'ai eu une enfance très heureuse, normale, avec des parents aimants. Euh, j'ai toujours été, on va dire, hors norme, toujours été très grande, je suis 1m85. Pour toi, c'est être hors norme ? Ouais. Euh, C'est et être hors norme parce que c'est la société qui... oui, c'est parce que je faisais une tête de plus que tous mes camarades, quoi. Quand j'étais au maternel, non, en primaire, pardon, on a dû construire des toilettes spécialement pour moi, parce que je rentrais pas dans les toilettes d'enfants. Donc oui, je me sentais hors norme. Enfin, depuis que je suis gamine, je me sens hors norme. Parce que les gens y réagissaient ou parce que toi, tu t'en rendais compte toute seule ? On s'en rend compte, pas forcément parce que les gens nous le disent, mais parce qu'il y a une action autour de nous. Moi, j'allais voir beaucoup de médecins. On ne traitait pas forcément de la même façon. On traitait des fois aussi un peu plus au niveau adulte. Je me souviens qu'une fois, ma mère c'était embrouillé avec une prof de primaire parce que elle me disait des mots assez durs, alors que j'étais en CE1, quoi. Elle disait quoi ? Bah, elle me disait, tu cours pas vite quand même, alors qu'aux autres, elle était toute gentille. Enfin, elle me parlait comme une adulte, quoi. Ouais, t'étais pointée du doigt Ouais, parce que... parce que j'étais grande et un peu rondelette. Et en fait, le truc, c'est que j'ai beaucoup grandi très vite et la courbe de poids a toujours suivi. Sauf que quand j'ai arrêté de grandir, eh ben, la courbe de poids, elle a continué. Et on savait pas pourquoi. Puis, on a su très très tard, on l'a su il y a 2 ans, parce que je suis rentrée dans un protocole au CHU de Bois-Guillaume. Mais sinon, toute mon enfance, ça a été des restrictions, ça a été attention, faut pas manger ça, faut pas manger ci, faut pas manger ça. Ça a été des visites chez les médecins horribles qui te disent que c'est de ta faute, que enfin, voilà, que t'es inutile et que Les médecins te disaient ça ? ouais, que c'était de ta faute en fait. Tu faisais pas attention. Alors que quand je suis chez moi, enfin, tout est parti de la restriction en fait chez moi. J'avais une restriction énorme de la part de mes parents qui n'était pas méchante. Enfin, c'était pas fait exprès. Ils savaient pas que ça me Ouais, faisait du mal. c'était pour ta santé. Voilà, Mm. ils pensaient que ça me faisait du bien de pas manger de cochonneries. Le problème, c'est qu'en fait, moi, à côté, je me gavais. En fait, moi, je faisais de l'hyperphagie. Du coup, l'hyperphagie, c'est en fait manger dans des quantités astronomiques en un temps très petit. Et au contraire de la boulimie, on se fait pas vomir après, en fait. Et sauf qu'après l'hyperphagie, tu te sens vraiment pas bien, quoi. Enfin, quand tu manges une quantité énorme, ton estomac, il a du mal à suivre un moment. Et parce que ça marche en forme de crise, c'est Ouais, ça ? mais en fait, souvent, c'est quand moi, je sais que ça marchait quand j'étais toute seule. Quand je suis toute seule, c'était le déluge, quoi. Mais je pensais qu'à la bouffe. Parce que j'étais tellement restreint dans tout le reste, même, enfin, au niveau de la bouffe, dans tout le reste, chez moi, quand j'étais gamine, il y avait un pot de Nutella,
acheter un par mois pour 3 personnes. Il y avait pas de boisson sucrée, il y avait pas de gâteau apéro. C'était, Ouais, donc en fait, j'étais pas libre de ce que je pouvais manger. quand t'étais seule, t'avais des énormes cravings qui Ouais, faisaient que bah, ton cerveau se disait c'est le moment quoi. ouais, Faut que j'en profite. ouais. Donc du coup, tu vas manger tout Ouais. ce que tu n'as pas Je- le droit au Même quotidien. pas tout ce que j'ai pas le droit, vu que j'avais rien chez moi, tout ce que j'ai sous la main. Exemple, quand j'étais gamine, à un moment, j'ai pris une boîte d'asperges, un tube de mayo, je l'ai mangé dans ma chambre. Bon, évidemment, un enfant, c'est pas très intelligent, ça l'a mal caché, ma mère l'a vu, c'est parti en embrouille. Mais Et quand elle l'a vu, qu'est-ce qu'elle t'a dit? bah, elle m'a engueulée, évidemment. Parce que pour elle, je devais pas faire ça. Alors qu'en fait, je me souviens très bien de cette journée. C'était un mercredi, je revenais de l'école, on a mangé le midi, j'avais pas assez mangé, j'avais encore faim. Donc, ma mère fait sa sieste du mercredi midi, devant Hercule Poirot. Et moi, je monte dans ma chambre avec ce pot d'asperges et ce pot de mayonnaise, je le mange. Et après ça, j'étais bien. Et quand ma mère a vu et que je me suis fait engueuler, j'ai pas compris parce que pour moi, j'avais juste faim en fait. Donc toi, dans ta tête, tu t'es dit, tiens, j'ai faim, du coup, c'est pas bien. Bah du coup, oui, après tu te dis j'ai faim, mais en fait, faut pas que je mange si j'ai faim. Et du coup, ça te dérègle tout ton estomac quoi. Tu te rends pas compte de ta satiété, tu te rends pas compte que t'as faim. Et ça, je l'ai réappris que très récemment. Et je suis encore en train de le réapprendre. Il y a des fois, enfin avant, quand j'étais adolescente, je pouvais manger 2 pizzas à la suite et me dire j'en mangerais bien une troisième quoi. Hmm. sans sans me dire ben est-ce que j'ai encore faim? Est-ce que mon estomac est rempli? Est-ce que je suis bien? Non, c'était je me gave jusqu'à me rendre malade en fait, jusqu'à avoir envie de vomir et puis sauf que je vomissais pas. Du coup, je gardais toutes les calories en fait. C'est pour ça que j'ai grossi énormément. Du coup, j'ai commencé à arrêter de grandir, oui, au au début du collège. Et j'ai mon poids qui a continué. Et puis même si j'étais pas, enfin quand je revois des photos de quand j'étais au collège, je me dis aujourd'hui, mais j'étais normale. J'étais, oui, un peu dodu, un petit peu en surpoids, mais Comme tous les, euh, comme tous comme, les jeunes oui, que en comme puberté, comme hein. tout le monde peut l'être, Hmm. quoi. C'était pas aberrant. Hmm. Et pourtant, moi, dans ma tête, j'ai toujours été énorme. J'ai toujours été une baleine. J'ai toujours été imposante. Mais c'était pas forcément sur le physique. C'était vraiment dans la tête. C'était psychologique, quoi. C'était, on me le faisait remarquer que j'étais différente. Qui? Tout le monde. Ça passe par plein de choses. Ça peut être même un petit geste. Tu te rends compte que, par exemple, t'arrives, on te pousse la chaise pour que tu passes. Quand t'es déjà un peu dodu, qu'on te le fait remarquer tous les jours, tu prends ça comme un peu un ah bah d'accord, je suis grosse, il pousse les chaises pour que je passe quoi. Hmm. Alors que ça se trouve c'était pas du tout méchant. C'était pas du tout pour ça, c'était pas En fait, toutes les actions, tous les gestes qu'il pouvait avoir, tu mettais l'attribut sur. ouais. Bah en fait, j'étais tellement focus sur ça. Enfin, encore aujourd'hui, je pense qu'à ça, je pense qu'à mon poids tout le temps, tout le temps. Parce que de toute façon, j'ai une carrure assez imposante. Donc les gens ont tendance à avoir peur de moi. Donc évidemment, ils vont pas venir me chercher. Mais ça passe aussi par des messes basses que tout le monde ne peut pas voir. Pas forcément dans l'enceinte du lycée. Franchement, le lycée, ça s'est plutôt bien passé. Enfin, j'ai dit collège et lycée, Oui, collège, on lycée, était au collège aussi que ensemble. collège aussi. Bon, il y a eu quelques petites remarques, mais c'est des remarques d'adolescents. Oui, bébête, Oui, bébête, oui, voilà, c'était pas vraiment méchant, qu'on quoi. passe tous par là, oui. Hmm. Mais au lycée, non, j'ai pas de souvenir. Mais c'était plutôt dans le monde adulte. Quand je sortais avec ma famille, j'étais et encore aujourd'hui d'ailleurs, hein, je suis beaucoup regardée. Alors, je sais, je suis très grande, je suis imposante, mais qu'on me regarde, il y a pas de problème. Mais qu'on regarde son pote, qu'on parle, Hmm. que l'autre me regarde, et qu'après ils se regardent tous les deux, ils rigolent, là, Il y a un problème. là, il y a un problème et ça m'énerve. Hmm. Ça m'est arrivé récemment à une finale à une finale de rugby. Il y a une équipe adverse il y a des gens qui se sont foutus de ma gueule ouvertement, quoi.
Sans raison en plus. sans raison particulière, alors qu'en plus, dans leur équipe, il y avait des gens en surpoids et en obésité. Dans le monde du rugby en général, il y a toujours eu les gros et les petits. Et là, on se fout d'un gros, quoi. Mm. Donc ouais, c'est choquant. Et ça en vient aux mains en plus. Parce que du coup, mon frère, mon demi-frère était aussi en obésité et s'est fait opérer d'une sleeve. Bah lui, il sait ce que je vis énormément, donc ça l'a Moment-là, ouais. touché Ça l'a révolté. et du coup, il en est venu aux mains avec les personnes, quoi. Donc ouais, c'est gênant dans la vie du quotidien. Puis même si les gens te jugent pas, t'as toujours cette impression de regard sur toi. Et tu sens que la société, elle est pas adaptée à toi. Et justement, en quoi, enfin, qu'est-ce que selon toi il faudrait faire pour que ça s'arrête? Parce que finalement, tu es en train de me dire que les jeunes, ils ont pas le même regard que les adultes. Je pense que les jeunes sont plus furtifs. C'est-à-dire? Bah, ils en parlent pas devant la personne. Mais c'est vicieux Euh, finalement. oui, c'est plus vicieux, mais au final, la personne concernée est moins touchée. Se foutre de la gueule de quelqu'un dans son dos, ça m'arrive aussi, bien sûr. C'est Hmm. pas gentil, mais beaucoup de monde Mais le la font. personne, ouais, Mais mais la elle veut pas personne le n'est pas savoir. touchée parce qu'elle le sait pas. Hmm. Que le Euh, faire ouvertement, que ouais, le c'est faire un manque de ouvertement devant respect. sa tête, ouais, c'est blessant. C'est blessant. Hmm. Donc oui, je sais pas trop ce qu'il y a à faire. Enfin, c'est compliqué. Ouais, parce qu'on a, enfin, Ça dépend de l'éducation de tout le monde et puis ça dépend aussi de la personne concernée de qui on se moque. Ça dépend de sa réaction, ça dépend. Enfin voilà quoi, c'est. Et justement, toi qui as quand même beaucoup voyagé, qui as fait plusieurs pays, est-ce que tu penses qu'en France c'est plus accentué ce genre de phénomène-là? Alors moi, je suis une très grande passionnée de la Suède. Je suis obligée d'en parler. Euh, C'est pour ça que j'ai posé la question. et oui, en Suède, il y a un regard totalement différent. C'est incroyable. Tu tu n'es aucunement jugé, tu n'es aucunement regardé. Ou alors si on te regarde, c'est juste on regarde une personne dans la rue, quoi. Hmm. Alors qu'en France, on insiste sur toi. Et on sent c'est pas la même mentalité. Norvège aussi sont plutôt, comment dire, non, je trouve pas mon mot. Comme la France ou comme la Suède? Comme la Suède, ils sont comme la Suède, D'accord. plutôt, Plus ouvert d'esprit. voilà, moins dans le jugement. Euh, En fait, c'est surtout que, enfin, dans les pays nordiques, ils s'en foutent des autres. C'est eux qui les importent. Alors qu'ici, on est beaucoup basé sur l'autre. On, on se fait beaucoup de références par rapport aux autres et bah, moi, je comprends hein, qu'on dise oh un gros, ah bah t'as vu, moi je suis maigre, c'est bien, je suis bien. Ouais, Je- on se Ouais, compare aux autres voilà, sans on se cesse en compare France. beaucoup. Et dans les autres pays aussi, ça m'est arrivé en exemple. Donc j'ai dit que je suivais des courses automobiles et il y a des écuries de toute nationalité. Et il y avait une écurie allemande. Je me souviens que tous les mécaniciens s'étaient foutus de ma gueule. Mais ils s'étaient foutus de ma gueule, de moi, de mon frère qui était encore en obésité. Donc on était deux gros et un handicapé parce que notre demi-frère est handicapé. Donc on était le trio gagnant quoi. Et ils s'étaient foutus de notre gueule ouvertement quoi. Donc évidemment moi avec mon petit accent anglais je dis Do you have a problem? Et enfin voilà quoi. Et au final ça a pas donné suite parce que Il t'avait répondu? ils avaient dit No, why? I don't understand. C'est en mode bah je comprends pas, on se fout pas de votre gueule. Vous nous Euh, regardez depuis une demi-heure en train de rigoler. Au bout d'un moment on n'est pas dupe quoi. On a des yeux, quoi. C'est oui. Donc oui, à part les pays nordiques que j'ai fait, franchement les autres pays sont pareils que la France quoi. Ça mène un peu à une question, parce que finalement, la grossophobie, c'est un terme qui est arrivé que hyper récemment. Enfin, on n'en parlait vraiment pas avant. Enfin, je veux dire, ça fait même pas. Ça fait quoi? Ouais, ça fait au moins peut-être 5 ans Mm. que qu'on en parle. Tu penses que enfin, la grossophobie, est-ce qu'on met en place des choses pour la désaccentuer, dans le sens où,
enfin, je peux parler d'un truc tout bête, sur les réseaux, des femmes avec des rondeurs s'affichent, il y a des mannequins grande taille, etc. Enfin, toi, qu'est-ce que t'en penses de ça? C'est bien et pas bien. Parce que moi, par exemple, les mannequins grande taille, je m'identifie pas du tout à eux. Parce que c'est des belles femmes, elles ont des corps parfaits. Euh, Malgré le fait qu'elles soient rondes, j'aime bien ce mot dodu. D'accord? Euh, Elles sont belles. Elles ont des cuisses parfaites, il y a pas de cellulite, il y a pas un poil, il y a rien. Alors que dans la vraie vie, c'est pas ça, hein. Dans la vraie vie, t'as des vergetures partout sur le corps. Moi, j'ai un syndrome des ovaires polykystiques Qu'on en parlera. qui touche beaucoup mes hormones et du coup, ça vient avec aussi l'obésité. Mais du coup, j'ai une pilosité, Accentué, ouais. voilà. Et c'est vrai que tout ça, dans la vraie vie, on voit pas, quoi. Et quand on dit mannequin grande taille, moi, des fois, ça me fait rire parce que je vois des gens qui mettent du 46-50. Alors oui, pour des gens, je comprends que ça fasse une taille énorme. Mais quand toi, t'es vraiment en obésité morbide, que tu peux pas t'habiller et qu'on te sort, bah, il y a le rayon grande taille, allez, vas-y, va chercher bonheur, bah, tu trouves pas bonheur. Mm. Moi, je suis obligée de m'habiller dans les sections hommes. Et encore, section homme, c'est bien beau. Faut que j'aille dans des magasins spécialisés, que j'achète sur Internet. Tu Euh, payes plus cher? je suis pas sûre. De toute façon, moi, je suis pas une très grande fan de vêtements parce que j'ai jamais pu me permettre, de toute façon, de m'habiller en montant à mon âge comme je voulais. Mais je suis pas sûre que ça coûte plus cher. Mais en tout cas, c'est beaucoup plus rare. C'est compliqué à C'est trouver, ouais. ouais. Puis en plus, il y a un truc avec les tailles, c'est que tout change entre les marques. Oui. Il y a des fois, je peux mettre une marque, une taille comme ça, une autre marque, ça va être deux tailles au-dessus ou deux tailles en dessous. Donc tu sais jamais ce qu'il faut prendre. Et ouais, c'est compliqué. Surtout quand t'es une femme. Enfin, je m'habille que en noir. Le seul un peu la seule chose fantaisie dans mes habits, c'est mes chaussures. C'est la seule chose que je peux me permettre, quoi. Parce que même les accessoires, je peux pas me le permettre. Mettre un collier, faudrait que j'aille, enfin, des breloques qu'on trouve partout dans des magasins, je peux pas les mettre. Je peux pas mettre de bagues. Mes doigts sont trop gros, mes poignets sont trop gros, mon cou est trop gros. Et même dans des objets du quotidien, j'ai voulu m'acheter un casque à conduction osseuse. C'est un casque qu'on fout là sur les petits trucs là, sur l'oreille en fait. Et ça va pas dans l'oreille interne. Ah, oui, des écouteurs. Non. Oui, c'est des écouteurs. D'accord. C'est des écouteurs qu'on met juste sur le point de Oui, l'oreille, comme ça oui. on entend le reste dehors. Mm, mm. Bah ma tête est trop grosse, D'accord. donc je peux pas les mettre. Donc bah je les ai renvoyés. Bon, c'est bien, je fais des économies, mais ouais, c'est usant Et quoi. donc la société de consommation, elle s'axe que sur un seul schéma particulier Ouais, de ouais, physique. ouais. Et encore, enfin ça s'est quand même ouvert. Enfin, je serais adolescente à cette période-ci, je serais contente. Je Ça pourrais serait m'habiller. mieux qu'il y a 10 Ouais, ans. ça serait mieux qu'il y a 10 ans, ça c'est sûr. Je pourrais m'habiller comme une vraie jeune. Je serais pas obligée de mettre des trucs de grand-mère trouvés dans les rayons grossesse à Kiabi. Chose que tu faisais avant. Ah ouais, 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 oui. Euh, mais c'est sûr que quand on est vraiment à un poids extrême, c'est extrêmement dur de s'habiller. C'est un vrai problème. Et ouais, enfin, je me suis blessée au genou récemment. C'est à cause de mon poids, mais aussi à cause de mes vêtements, parce que j'avais un jean trop petit qui a appuyé sur mon genou et qui a accentué la blessure, en fait. Donc, c'est un problème aussi de santé, quoi. Et parce que t'as fait référence aux femmes, est-ce que tu penses que les femmes en obésité sont encore plus jugées que les hommes en obésité? Est-ce que tu penses qu'il y a une pression plus accentuée que dans le sens inverse? Franchement, je pense pas. Ah ouais? Non. Quand on parle de surpoids, je dirais d'accord. Une femme peut être un peu plus jugée, mais quand on est vraiment dans l'obésité, je pense pas. Parce que vraiment, en fait, quand il y a l'obésité, on voit plus la personne. On voit juste le bide, les cuisses grasses. Pour moi, on voit plus que ça. C'est ce que tu penses que les gens Ouais. On voient? voit plus la personne, pour moi. Et donc, que ça soit une femme ou un homme, s'en fiche. Je ressors mon frère,
qui a été en obésité morbide, qui s'est fait opérer, il l'a mais extrêmement mal vécu. Et je sais il l'a vécu comme moi je le vis actuellement. C'est une souffrance quotidienne. C'est Et qu'on soit un homme ou une femme, pour moi, ça change rien. Je crois que j'ai appris que j'avais le syndrome des ovaires polykystiques quand j'étais au lycée, alors soit en seconde, soit en première. Alors déjà, je vais expliquer ce que c'est que le syndrome des ovaires polykystiques parce que c'est assez peu connu et puis ça a rien à voir avec le nom. Donc on parle de kystes, mais c'est pas du tout des kystes. En fait, c'est que tes follicules dans ton ovaire, ils se développent pas assez bien parce que tu as des problèmes hormonaux, que c'est assez compliqué, mais en gros, ça fait des boules dans tes ovaires qui ressemblent à des kystes, c'est pour ça qu'ils ont appelé ça kystique, enfin bref. D'accord. Et donc ça joue sur énormément de choses, donc la pilosité comme je l'ai dit, le poids, dans les deux sens, on peut être très maigre comme très gros. Ça joue aussi sur la fatigue, sur le sommeil, sur l'irritabilité, sur la fertilité, sur la tension, et je suis sûre que j'en oublie, mais il y a d'autres choses. Mm. Donc c'est vraiment un... En plus, c'est un syndrome, donc il n'y a pas de traitement. Moi, on m'a prescrit la pilule, mais Solution facile. solution facile, voilà. Mhm. On m'a diagnostiqué ceci, vers ma première. C'était à la Maison des Ados à Rouen. J'avais vu une gynéco, parce qu'en fait, j'étais suivie pour mon poids là-bas, chose que je ne voulais absolument pas. Du coup, ça n'a rien donné, parce que j'étais pas du tout, comment dire, avec eux, quoi. Enfin, je voulais pas. Je voulais pas être suivie, en fait. Pour moi, j'avais pas de problème. Enfin, j'étais juste une ado qui mangeait beaucoup, quoi. Et, euh, et donc, à cette fameuse maison des ados au CHU de Rouen, j'ai vu une gynéco qui m'a diagnostiqué ça en faisant plein d'examens. Euh, et après, ça a rien donné suite. On m'avait prescrit une pilule, ça marchait pas. Je l'ai arrêtée de mon plein gré, toute seule, sans demander l'avis à personne. Il y a eu des... Je sais pas si on peut vraiment dire que c'est des complications, mais j'ai eu des règles... comment dire j'ai été déréglée toute ma vie, en fait. Enfin, de toute mon adolescence, du début de mes règles jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais eu des règles normales. Quand j'ai commencé à avoir mes règles, c'était les portes de Shining. Après, à un moment, quand on m'a prescrit la pilule, j'avais plus rien. Quand j'ai arrêté la pilule, j'ai eu plus rien pendant quelques mois. Puis un beau jour, j'ai eu les portes de Shining fois 1000, avec des caillots de sang énormes. Je suis restée une semaine comme ça. J'ai été aux urgences. Ça s'était très mal passé d'ailleurs avec le monsieur. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il demandait pourquoi vous venez là à 4 heures du matin. Bah, je sais pas, je suis en train de me vider de mon sang par mon vagin. Je m'inquiète. J'ai besoin d'aide. Et ma mère l'avait remis à sa place en disant bah, si on vous fait chier, on peut repartir, quoi. Y a pas de problème. Elle peut aller vider son sang ailleurs si vous voulez. Bah ouais. Puis au final, on m'avait dit que c'était rien, ce que je trouve assez étonnant. Euh, et ça a recommencé il y a pas longtemps, au début de ma pilule que j'ai pris avec ma nouvelle gynéco. Ça a recommencé et là, je suis restée un mois couchée. Ouais. Je suis restée, bon, peut-être pas un mois. Je suis restée. Les 2 premières semaines, on va dire que j'étais mal en point, j'allais travailler avec la douleur, tout ça. Après, il y a eu, allez, tout le reste du mois, j'étais dans mon lit, couchée en boule, à pleurer, avec des douleurs et des pertes de sang énormes. Et on m'avait, et encore une fois, du coup, j'étais pas allée aux urgences parce que vu qu'on m'avait dit que c'était rien, je me suis dit, bah, je vais aller voir mon médecin traitant. Il m'a prescrit des antisaignements. Ça a pas marché les premières semaines. Donc, je les ai continués. Et puis, au bout d'un moment, en fait, ça s'est arrêté tout seul. D'accord. Et je sais toujours pas ce que c'est, en fait, ça. Ah, ils n'arrivent pas à pointer. Non. Est-ce que c'est peut-être quelque chose lié à ton endomètre et peut-être que c'est une forme d'endométriose en plus de ton symptôme des ovaires polykystiques? Franchement, j'en ai aucune idée. Je pense c'est que en fait mes hormones sont en ébullition et qu'ils savent plus quoi faire.
Ce syndrome, parce que tu dis que ça influe sur ton poids, est-ce que c'est peut-être ça qui a fait que ta courbe de poids a continué C'est un cercle vicieux, en d'augmenter? fait, ce syndrome. C'est un cercle vicieux parce que plus tu as le syndrome, plus tu prends de poids. Ouais. Et plus tu prends de poids, plus tu as le syndrome. Donc ça a été, vu que moi j'ai jamais perdu 1 kilo, enfin ça y est, j'ai perdu quelques kilos là, mais On verra pourquoi après. mais enfin pendant mon adolescence, j'ai jamais perdu 1 kilo quoi. Donc ça a été ce cercle vicieux tout le temps, parce que du coup mes hormones étaient En feu. ne faisaient pas en feu, ils faisaient pas leur travail. Du coup mon corps il disait oh là là, il se passe quelque chose. Puis au final, moi, je continuais toujours à avoir mes troubles du comportement alimentaire. Enfin, et on m'a appris quelque chose dans un programme, c'est que l'obésité, c'est pas c'est comme un iceberg en fait. On voit que le haut. Le haut, c'est l'obésité. Et tout en dessous, il y a plein de choses. Et plein de choses, c'est moi mon syndrome, c'est mes TCA, c'est plein de choses en fait. Et ça, on le voit pas. Et par la suite, donc tu as fait tes études supérieures et tu avais pris 2 années sabbatiques pour te focaliser sur toi et commencer un programme. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus du coup? Alors du coup, en fait, c'est mon médecin traitant que j'adore, qui m'a clairement, Big up au médecin traitant. qui m'a clairement sauvé la vie. Bah du coup en fait j'ai commencé à être suivie au CHU de Bois-Guillaume, au service nutrition. J'ai vu beaucoup de spécialistes, donc nutritionnistes, diététiciennes, psychologues, des professionnels du sport. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Puis tu fais des batteries de tests incroyables. Et du coup, c'était un programme en lien avec tes TCA ou en lien avec ton Alors obésité ou du c'était un mix? coup ça c'était vraiment le tout début. Donc en fait quand tu arrives là-bas ils diagnostiquent eux-mêmes ce que t'as. Parce que moi, je m'avais jamais diagnostiqué ce que j'avais. Je savais pas ce que j'avais. J'étais juste grosse à mes yeux. Hmm. Et quand je suis arrivée là-bas, on a fait toute une batterie de tests, psychologiques, enfin, tout. Et au final, on m'a donc diagnostiqué l'hyperphagie. Mais moi, en fait, c'est entre les deux. Parce que du coup, je faisais de la boulimie avec les crises et de l'hyperphagie parce que je mangeais très vite. Hmm. Mais j'avais pas de vomissement après, en fait. Hmm. C'est ça la différence. Je sais plus comment ça Non, s'appelle. mais oui, enfin, c'est un mix des deux troubles. C'est un trouble du comportement alimentaire en fait. Hmm. Et donc on m'a diagnostiqué ça. On m'a fait aussi d'autres tests que j'ai toujours pas eu les résultats parce qu'apparemment c'est très très long avec la génétique, D'accord. voir si j'ai pas un gène défaillant. Alors pas la génétique comme on connaît, c'est père-mère, Mhm. mais vraiment un gène dans toi en fait qui est défaillant et qui ferait que tu prends toujours du poids. J'ai toujours pas eu les résultats, c'est très long, ça fait au moins 1 an que j'ai fait le test. D'accord. Et après, on te propose des programmes D'accord. en lien avec ta maladie spécifiquement. Donc moi, on m'avait proposé à le faire au CHU de Bois-Guillaume ou à la Croix-Rouge de Bois-Guillaume. J'ai été à la Croix-Rouge de Bois-Guillaume parce que ça allait plus vite. Et ce programme m'a sauvé la vie. Il m'a ouvert les yeux, mais fois 10 000. C'est on te dit que t'es pas une merde, on te dit que t'es malade, voilà, c'est la vie, faut faire avec, faut faire tout son possible pour y arriver, mais si tu y arrives pas, c'est pas grave. C'est qu'il y a vraiment un problème autre que ça, en fait. Du coup, c'était un programme lié à tes TCA. C'était un programme lié au TCA et à l'obésité en général. En gros, on était suivi par un médecin. Moi, j'étais suivie par un médecin à la Croix-Rouge. Et en fait, après, tu intègres un programme où t'as, on va dire des cours, on va dire des cours comme à l'université où t'as diététicienne, t'as sport, t'as psychologie et t'as des trucs relaxation parce que souvent quand on est en obésité, qu'on a des troubles du comportement alimentaire, on est très très anxieux et ça passe aussi par ça. Ça passe aussi par ça la guérison. Donc j'ai passé 4 mois là-bas. C'était en hôpital de jour, donc j'y allais 2 fois par semaine, une demi-journée. Et du coup, je faisais du sport, j'avais des cours de nutrition. Enfin, c'était en petit groupe, donc c'était pas. T'es suivi psychologiquement, mais en groupe. Et moi, j'aime bien ça parce que tu te sens moins seul.
C'est-à-dire que t'entendais les histoires des autres? Ouais. En fait, moi, du coup, j'avais un groupe, on était 5 ou 6 filles, enfin femmes. Ça marchait par genre? Non, nous, c'est parce qu'on était vraiment... il y D'accord. avait tous les genres mélangés, mais nous, à notre arrivée, on était que des femmes, donc voilà. Mais c'est vrai qu'on se sent moins seul, on se sent comprise, enfin, quand on arrive et que tu vois une dame en obésité comme toi, qui te dit, bah, j'ai des troubles du comportement alimentaire, tu te dis, ah bah, je suis pas toute seule, quoi. Hmm. Ça fait du bien, ça fait du bien. Et ouais. Et puis même d'entendre les gens parler de leur histoire, ça te permet aussi d'ouvrir tes yeux sur ta propre histoire des fois. Moi, je sais qu'il y a une dame qui avait dit, je me suis jamais aimée. Physiquement, même mentalement, je me suis jamais aimée. Et, et moi, c'est vrai qu'après, je me suis dit, je l'ai dit après à tout le monde, depuis mon enfance, je ne me suis jamais aimée physiquement. Chose que tu n'avais pas conscience avant? Ah non. Hmm. Pour moi, c'était normal de pas s'aimer. Pour moi, c'était normal de pas s'aimer, de se trouver pas beau, de se trouver, ouais, Pour toi, c'était normal de pas avoir confiance en soi. ouais. Alors que pourtant, je voyais des centaines de gens avoir confiance en soi. Mais, euh, mais oui, c'est étonnant de dire ça. Mais je me suis jamais aimée. Et encore aujourd'hui, hein, j'ose le dire, je ne m'aime pas. Et mais au moins, je me l'avoue. Avant, je me le cachais. Donc, Hmm. puis il y a plein d'histoires de cocottes minutes, moi, je vais pas faire tous les cours parce que je pourrais parler des heures, mais on apprend tellement sur soi dans tous les cours, hein, que ça soit le sport, le psy ou la diète, on apprend sur soi. Et ça, c'est le plus important en fait. Dans l'obésité, il y a un vrai côté psychologique. Et ça, on n'en parle jamais. Pour les gens, l'obésité, ça se résume à des gens qui mangent sur leur canapé des chips tous les jours, qui font pas de sport. Moi, pendant toute mon enfance, toute mon adolescence, j'ai été très sportive. J'ai fait 10 ans de volley, j'ai fait de la natation, j'ai fait du hand, j'ai fait de l'escrime. Pourtant, j'ai toujours grossi. Et j'en suis arrivée à un point aujourd'hui de non-retour. Alors que j'étais très sportive, je mangeais très bien, je mangeais pas de cochonneries vu que j'étais restreint. Mais enfin si, enfin j'en mangeais mais en trouble du comportement alimentaire, mais Non, mais oui, c'est vrai qu'on on rejette on souvent ouais, la faute à la personne voilà. qui s'alimente mal, alors que on sait justement, ça fait écho à ces personnes qui sont dans la rue et qui se moquent de toi, ils savent pas du tout Non, qui tu es, qui oui. est. Pour eux, c'est pas une maladie. C'est ça ce qu'il faut dire en fait. Pour eux, c'est pas une maladie. C'est un état. Et bah il est gros, bah c'est de sa faute. Hmm. Il prend pas Enfin, soin de lui. je, Hmm. je vais ressortir un truc. Alors je sais pas comment ça s'appelle. C'est la chanteuse d'opéra qui passe sur M6. Elle dit ça n'a aucun intérêt de peser 120 kilos. Aucun. Ça n'a aucun intérêt. C'est un poids dans la vie. C'est le cas de le dire. C'est un poids dans la vie immense. Alors moi, je peux vous dire que je pèse beaucoup plus que 120 kilos. Euh, ça n'a aucun intérêt. Je ne le donnerais même pas à mon pire ennemi, quoi. Ouais. Au bout des 4 mois, j'étais pas sortie des TCA Hmm. parce que c'est un long, long chemin. Ouais, pas tranquille plutôt. Euh, et du coup, en fait, ça a été un gros travail pendant l'année d'après, ma deuxième année où je travaillais pas, où je m'occupais de ma santé, Ouais. où je me rendais compte des choses. Je, j'ai commencé à travailler sur ma satiété. J'ai commencé à me dire pourquoi je mange ça? Pourquoi? Puis il y a eu des déclics aussi. Il y a eu des déclics. Je me souviens une fois, mes parents ont beaucoup changé après le programme. J'ai eu une relation assez conflictuelle avec mon poids, avec mon père pendant mon adolescence. Et papa, je t'aime si tu m'écoutes. Mais c'est vrai qu'après, même leur mentalité à eux ont changé en fait. Et ça, c'est incroyable aussi. Parce que tu te sens beaucoup plus entouré, tu te sens beaucoup plus aimé, tu te sens aimé comme t'es, quoi. Hmm. C'est Et donc du coup, ça a beaucoup changé mon quotidien parce que j'étais vraiment focus que là-dessus.
J'ai essayé de me mettre au sport, de me remettre au sport parce que évidemment quand tu es en obésité morbide, tes articulations, ton dos, il prend extrêmement cher. Donc moi le seul sport que je pouvais faire et que de toute façon j'aime beaucoup c'est la piscine. Mais bon à la piscine les regards, être en maillot de bain et puis au bout d'un moment bah tu trouves plus de maillot de bain à ta taille. Donc comment tu fais? Tu peux plus y aller. Marcher c'est pas possible parce que t'es essoufflé au bout de 2 minutes, t'as mal partout, les salles de sport rien n'est adapté. Donc au bout d'un moment faire du sport c'est très compliqué. Donc nous au programme ils nous avaient donné des choses à faire à la maison, je le faisais. Mais au bout d'un moment quand tu vois que ça fait pas d'effet, T'abandonnes? t'abandonnes. J'ai vraiment, pendant tous ces 2 ans, j'ai vraiment maturé en fait, Hmm. comme un bon vin. C'est J'ai, joli. j'ai évolué et j'ai compris des choses. Et je pense que ce programme de 4 mois, ça a été vraiment le déclic. Et donc après ce programme, je suis retournée au CHU de Bois-Guillaume avec lequel j'étais toujours suivie, j'avais toujours des rendez-vous. Et c'est là qu'on m'a dit, bah alors, t'as plusieurs options. Mhm. Soit on continue à essayer de perdre du poids tout seul, soit on essaye une solution médicamenteuse, soit opération chirurgicale. Mhm. Donc moi, la chirurgie, je la connaissais, mon frère l'avait subie, c'était dans ma tête depuis très longtemps. Depuis que j'avais commencé le programme, c'était dans ma tête, mais c'était vraiment le plan C, le plan D, le plan très lointain, quoi. Hmm. Donc j'avais commencé à choisir la solution médicamenteuse. Donc on en parle beaucoup aujourd'hui, surtout aux États-Unis. En fait, c'est un, un médicament pour les diabétiques. C'est de l'insuline, je crois. Je suis pas sûre que ça soit de l'insuline. Enfin, c'est un médicament pour le diabétique c'est une piqûre que tu te fais toutes les semaines. Et en fait, ils ont remarqué que ça fait perdre énormément de poids parce que ça coupe la faim. Et moi, du coup, j'ai eu l'exemple à la maison parce que mon papa est diabétique. Il a la piqûre, bah, il a perdu, ouais, il a perdu. Alors, je suis pas sûre, mais il a perdu au moins 10 kilos en un an, Ah ouais. sans rien faire, sans rien faire de particulier, juste parce qu'il mangeait beaucoup moins à cause de la piqûre. Bon, il y a eu un cafouillage. Moi, par contre, il y a eu un cafouillage dans mon dossier. Ils ont pas fait la demande parce qu'en fait, du coup, vu que moi, j'étais pas diabétique et que j'en avais pas besoin de cette piqûre, il fallait faire des démarches. D'accord. Fallait que je sois suivie tous les mois, fallait que je fasse des tests. Enfin, c'était expérimental un petit peu encore à ce moment-là. D'accord. Et aux États-Unis, en ce moment, c'est un gros problème parce que les gens s'en procurent sans ordonnance et ne sont pas diabétiques et ils utilisent ça juste pour maigrir en fait. Mais c'est une très mauvaise idée de faire ça sans un avis médical, hein. Et du coup, moi, il y a eu un couac dans mon dossier, il n'y a pas eu de choses envoyées, je ne sais pas trop pourquoi, enfin bref, c'est pas grave. Et du coup, ça m'a décidé à me lancer à la chirurgie, donc à faire une sleeve. Et là, je suis en plein dedans. Mentalement, tu me disais que tu avais un peu peur. Est-ce que c'est toujours le cas? Alors, c'est pas vraiment de la peur, c'est des coups de panique. Comme je l'ai dit, c'était dans ma tête depuis très longtemps. Au fond de moi, je m'y préparais, en fait. C'est quoi le principe d'une sleeve? Alors, du coup, la sleeve, c'est, on te coupe les 3 quarts de ton estomac. On te laisse un quart, pardon. Je suis pas très bonne en maths, moi. Et du coup, ça te fait en fait un tout petit estomac, un bébé estomac. Et vu que l'estomac est un muscle, bah faut faire attention après, de pas Oui, parce grossir. que ça... Enfin, non, c'est pas forcément de la peur, c'est de l'angoisse vis-à-vis de la chirurgie en elle-même, du jour de l'intervention en T'as fait. jamais fait une aussi Alors, grosse j'ai jamais chirurgie? été, on m'a jamais touché On t'a moi. jamais, on t'a jamais Non, découpé? voilà, on m'a jamais charcuté. Donc j'ai jamais été en anesthésie générale. Enfin, moi j'ai toujours eu que des anesthésies locales. Hmm. Donc c'est surtout l'anesthésie qui me fait très peur parce que j'ai toujours entendu que les gens en obésité avaient de Hmm. grands risques de faire des. Mais du coup, oui, c'est vraiment le jour de l'intervention qui m'inquiète. Mais c'est pas forcément le avant ou le après. Parce que de toute façon, une fois que t'es dedans, bah t'es dedans et tu fais avec. Tu te prends un peu la tête les 2 premiers jours avant, mais après, quand t'es dedans, ça le fait, quoi. J'aurai toujours une relation avec mon poids
chelou. Compliqué, ouais. Ouais, compliqué. Je devrais toujours faire attention à ce que je mange, parce que de toute façon, après une sleeve, t'as un processus à suivre, liquide, haché, puis de toute façon, au bout d'un moment, enfin, au tout début de la sleeve, t'as pas faim, Mmh. donc tu manges pas en fait. Enfin, faut que tu retrouves après cette satiété. C'est mon frère ça fait 8 ans peut-être, qui s'est fait opérer. Déjà? Ah ouais, ça fait longtemps. Mon frère, encore aujourd'hui, donc à 8 ans après l'opération, il peut pas manger comme une personne normale. Quand on va au restaurant, il mange la moitié de ton assiette. Et c'est marrant parce qu'il a un sorte de tic, c'est quand il sait qu'il est full, qu'il est plein, il éternue. Donc quand il éternue à table, on sait que bah il va arrêter de manger. D'accord. Voilà. Et donc tout ça, c'est un processus à suivre après. Donc tu seras toujours focus sur ton alimentation au final. Mais ça sera différent. Parce que vu que moi j'ai traité mes troubles du comportement alimentaire avant, que j'ai traité ce qu'il y avait dans ma tête avant, j'ai beaucoup moins de risques de reprendre du poids. Est-ce que tu penses que le fait de traiter l'aspect psychologique et, en amont de faire cette opération, chose qui n'est pas obligatoire si je me Mm. trompe pas, c'est essentiel? Alors, c'est pas obligatoire d'avoir un suivi continuel. Mais par contre, pour faire une opération, tu dois forcément avoir un avis approuvé par un professionnel, donc un psychologue ou un psychiatre. Mais franchement, tu demandes à un psychiatre de te faire un truc, enfin un psychologue, il te le fait sous la main comme Mmh. ça. Donc si vraiment tu veux, tu trouves quoi. Mais il n'y a pas forcément un suivi fait pour tout le monde. Et je pense que c'est très important. Parce que si tu te sens pas bien dans ta tête, tu peux pas te sentir bien dans ta corps. Et, euh, et inversement, si je maigris après l'intervention, que je me sens pas bien dans ma tête, je me sentirai pas bien dans mon corps. C'est donc si on traite ça en amont, ça élimine un problème. Mmh. Et plus tu élimines le problème avant, plus tu as de chances de réussir. Parce qu'il y a beaucoup de sleeves qui réussissent pas et qui se transforment en bypass du coup. Et le bypass, comment dire, c'est beaucoup plus drastique. On te met carrément, enfin on t'enlève carrément ton estomac quoi. Donc ça passe par l'œsophage, t'as un petit tube qui garde un petit tube de l'estomac et puis hop ça va directement dans le côlon en fait. Tu deviens un canard. Mais c'est le bypass, c'est vraiment plus quoi je trouve. Mmh. C'est vraiment intrusif dans le corps. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui est un adolescent ou même qu'importe, hein, quelqu'un qui serait dans la même situation que toi? S'écouter, tout simplement. Enfin moi quand j'étais ado, j'avais pas envie d'en parler. J'avais pas envie, je voulais pas être concerné par ça alors que c'était moi. Mais quand on est ado, on a envie d'être ado quoi. On a envie de penser à sa jeunesse, à son plaisir. Et quand on t'amène chez le médecin tout le temps, c'est usant. Donc c'est compréhensible qu'on n'ait pas envie de se faire aider. Et quand vraiment il y a toujours un point de non-retour. Toujours. Quand tu arrives à ce fameux point de non-retour, c'est là qu'il faut s'écouter et c'est là qu'il faut se faire aider. Et heureusement, moi, je me suis écoutée et je me suis fait aider. Voilà, Merci beaucoup, Jeanne. de rien.